commencer un petit peu l'histoire. Bon, nous n'allons pas faire toute l'histoire de l'utopie, elle est longue, complexe, contradictoire. L'histoire de l'utopie, c'est finalement toute l'histoire humaine. Et de fait, le concept est bien plus ancien que le mot qui apparaît pour la toute première fois sous la plume de Thomas More. Les premières traces d'utopie remontent au paradis perdu de la Genèse. Il y a aussi les mythes de l'âge d'or dans la tradition gréco-latine, cet âge merveilleux où les hommes vivaient dans la proximité des dieux, sans souffrir, sans travailler, sans vieillir. On en trouve un autre exemple, même s'il ne s'agit pas tout à fait d'une utopie, dans la République de Platon. Platon engage une réflexion théorique et philosophique sur le juste et l'injuste qui donnera naissance à la cité idéale. Mais l'utopie, telle qu'elle se déploie à la Renaissance, se démarque profondément de toute cette tradition, dans le sens où elle n'est pas nostalgique ou même idéale. Il ne s'agit pas, dans la démarche utopique, de déplorer la perte d'un paradis, mais de chercher dès ici-bas le meilleur modèle de société. C'est pour cette raison que l'utopie est profondément associée à l'humanisme. La société idéale est une société que l'homme a les moyens de construire par lui-même, en composant avec l'homme tel qu'il est, sans rien attendre d'un paradis perdu ou d'une quelconque providence qui pourvoirait aux besoins de l'homme. Avec l'humanisme, s'il y a un âge d'or, il est en avant. Il reste à imaginer, il reste à construire. L'utopie et la Renaissance est finalement très liée à la croyance que l'histoire a un sens, qu'elle nous mène vers le progrès. Et en ce sens, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui se met en place. Alors nous allons en toucher quelques mots avant d'aborder nos utopies contemporaines. Thomas More est le grand pionnier du genre. 1517, publication d'Utopia. Quelques mots sur le contexte. Thomas More est alors sous-shérif à Londres. Il est envoyé en ambassade à Bruges pour régler un différend entre son souverain Henri VIII et le futur Charles IV. La mission s'éternise. Thomas More s'ennuie. Il laisse libre cours à sa rêverie et se met à écrire Utopia, qui est un réquisitoire en règle contre la déchéance morale de l'Angleterre de son époque et de la justice sans équité qui y sévit, clémente pour les tout-puissants, impitoyable pour les plus faibles, en un mot, arbitraire. Comme Martin Luther King, et 5 siècles avant lui, il se dit « faisons un rêve ». Charge contre l'égoïsme, contre l'individualisme. Elle est ce qui fonde l'existence morale et politique des utopiens. Il y a une loi de communion originaire qui soude les hommes entre eux, cette pleine conscience de faire partie d'une même humanité. Non, l'homme n'est pas forcément le loup pour l'homme, comme Hobbes a voulu nous le faire croire. Oui, l'homme est capable d'amitié, d'empathie, de compassion envers son semblable. La conception politique de l'amitié s'enracine chez Thomas More dans l'humanisme. L'amitié est une détermination de l'humanitas. Donc, dans un système qui nous semble clos, figé sur lui-même et sur sa tentation de perfection, il y a une place pour la différence, même plus, elle est constitutive de l'humanitas de l'homme. L'homme se construit et s'améliore par sa relation à l'autre. Et donc l'utopie va devenir une expérience de l'altérité. Cette altérité est fondamentale parce qu'elle est ce qui prévient les dérives totalitaires. Miguel Abensour, qui est un grand spécialiste des utopies, soutient l'idée que la domination totalitaire s'est souvent construite, non pas à partir de l'utopie, mais contre l'utopie. Pour preuve, il constate en URSS, par exemple, tout ce qui avait un caractère d'altérité utopique dans tous les domaines, esthétique, social, politique, a été systématiquement détruit. Et justement, cette altérité est maintenue à vif chez Thomas More, quand il écrit, par exemple, « Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir aux peuples étrangers. Si la cité se prive de cette expérience d'altérité, elle ne pourra pas parvenir à un degré convenable de civilisation et de maturité. » Donc, à l'intérieur d'un système qui peut nous sembler figé,
il y a une place pour la différence, hein, il y a un regard critique en permanence. Alors pour l'anecdote, sachez que Saint-Just, lui aussi, fera de l'amitié un argument politique majeur, bon, avec des excès que n'aura pas eu Thomas More. Hein. On sait que Saint-Just voulait institutionnaliser l'amitié, la rendre obligatoire. Elle est pour lui l'instrument révolutionnaire par excellence. Hein. Saint-Just écrit par exemple dans ses fragments des institutions républicaines: celui qui dit qu'il ne croit pas à l'amitié est banni. Il écrit encore: si un homme quitte un ami, il est tenu d'en expliquer les motifs devant le peuple. Par l'amitié, Saint-Just croyait pouvoir bannir tout conflit dans la société, établir un règne de la transparence absolue, et en réalité, il préparait le lit de la terreur. Un Saint-Just qu'on a très joliment surnommé l'archange de la terreur. Mais l'argent, pour l'homme de cette époque est plein d'ambiguïté. Il aliène et libère tout à la fois. Et à cause de cette ambivalence, la question de l'usure à la Renaissance va réapparaître avec une nouvelle envergure. Elle va prendre un nouveau relief. L'argent, universel entre metteurs, est aussi un problème moral. Vous connaissez peut-être la chapelle de la Reina à Padoue, qui est entièrement recouverte par des fresques de Giotto. 53 au total, donc certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de la visiter. Alors, outre le fait que cette chapelle soit d'une beauté vertigineuse, c'est l'identité du commanditaire qui est intéressante. Il s'agit de Scrovegni fils, dont le père était un banquier, pratiquant, comme la plupart des banquiers de l'époque, l'usure, et que Dante avait conduit tout droit en enfer. L'usure, quel terrible mot. Souvenez-vous, c'est l'argent qui enfante, c'est ce métal froid qui altère les choses. L'usurier est celui qui se dresse contre Dieu, qui rejette la nature, qui veut s'enrichir sans travailler. La motivation de Scrovegni fils est très claire. Il commande cette chapelle à Giotto pour purifier l'argent qu'il a rendu possible. L'argent gagné par l'usure, et qui est de ce fait un signe d'avidité, d'immoralité, est transformé par la beauté. D'ailleurs, l'une des fresques, celle du jugement dernier, représente Scrovegni père à la droite du Sauveur. Généralement, à droite se trouvent les justes, et à gauche, les damnés, n'en déplaise à Dante. Qui se pose à nous, après avoir évoqué cette thématique de la retenue de la puissance, chez Thomas More et les libertariens, et la suivante: peut-on concevoir l'utopie comme un vaste laboratoire? Peut-on innover d'ailleurs sans être utopiste? L'innovation est-elle possible sans construire des mondes imaginaires, sans s'appuyer sur ces espaces qui ouvrent le possible, sur ces contre-mondes qui sont arrachés à l'horizon fermé du réel? N'est-ce pas finalement la principale fonction de l'utopie que d'être une sorte d'antichambre pour l'innovateur? Le sociologue allemand Karl Mannheim donne une définition très intéressante de l'utopie. Il nous dit qu'elle est ce qui permet d'explorer les possibles latéraux. On entre dans une autre dimension de l'utopie. L'utopie n'est plus seulement vue dans sa confrontation avec le réel, dans cette tension entre le possible et l'impossible. Cette dimension existe, mais elle est restrictive dans le sens où elle n'assigne à l'utopie qu'un seul but. Et il faut donc la compléter avec cette autre dimension qui est justement l'ouverture, l'exploration des possibles latéraux. Donc c'est une façon de penser le réel sous de multiples facettes, de voir le monde autrement. Et dans cette dynamique d'exploration, il y a une forme de radicalité tout à fait intéressante en matière d'innovation, dans le sens où il n'y a aucune autocensure. On va jusqu'au bout de ces expérimentations, de ces idées, même les plus excentriques, même les plus extravagantes. On ose avec l'utopie. Et l'une des conséquences de cette audace utopique, c'est de penser à contre-courant. L'utopie, c'est cette formidable remise en question du discours ambiant.
C'est un révélateur de dysfonctionnement du réel. L'utopie aime à fonctionner en rupture. On est dans un temps résolument discontinu. Ce qu'il favorise, c'est la dimension du jeu dans l'utopie, cet esprit d'enfance. La finalité du jeu se trouve d'abord en lui-même. C'est l'art de diverger, de passer d'un plaisir à un autre sans logique apparente, de recommencer mais jamais tout à fait de la même manière. C'est cette façon de s'approprier le monde, de l'inventer, de le questionner dans une liberté totale, sans aucun préjugé ni stéréotype. Et on peut dire que l'homo ludens a autant contribué que l'homo economicus a révolutionné le travail. Nos sociétés ont trop longtemps considéré ces deux domaines comme séparés, en surinvestissant le travail, les valeurs sociales et morales. Le travail, c'était l'esprit de sérieux, alors que le jeu était associé à la frivolité. Et aujourd'hui, on a tendance à redécouvrir leur complémentarité. Le jeu est de plus en plus intégré à l'activité professionnelle. Il est vu dans sa fonction de rassemblement et de promotion de la créativité. Justement, les utopies de la Renaissance, malgré leur faiblesse, ont cette volonté de changer le monde. Et la question qu'on peut se poser, après avoir évoqué le libertarianisme et les utopies numériques, est la suivante. Les utopies de la Silicon Valley veulent-elles vraiment changer le monde? Elles le changent, bien sûr, mais peut-être pas toujours dans le bon sens. Le tout technologique est-il une utopie à désirer? Nos utopies numériques, en devenant trop exclusives, ne risquent-elles pas de nous désengager de cette nécessité de transformer le monde réel, de devenir une désertion du social et du politique? Donc, nous devons tenir ensemble ces deux dimensions, ne pas céder toute la place aux utopies techno-scientifiques, d'autant que nos défis à l'avenir sont des défis qui se situent à l'échelle planétaire. Souvenons-nous, au XIXe siècle, les utopies sociales cohabitent avec les utopies techniques. Social, il y a Cabet, Owen, Fourier. Technique, Jules Verne et ses extravagances visionnaires, ou encore Saint-Simon, dans l'utopie et le paradis des ingénieurs et des industriels. La Renaissance, on l'a déjà dit, croit au progrès. Et nos utopies contemporaines, à la suite des humanistes de la Renaissance, doivent continuer à donner forme au progrès. Finalement, les crises les plus graves ne sont peut-être pas les crises économiques, on s'en relève toujours. Ce sont peut-être les crises du sens. L'utopie est une réponse à la crise. La frustration appelle la volonté de transformer le monde. L'histoire nous l'a montré. Les guerres du Péloponnèse ont engendré la cité idéale de Platon. La corruption des mœurs en Angleterre a donné l'utopia. C'est peut-être aussi parce que les libertés politiques expiraient dans l'Italie du XVe siècle qu'on trouve alors chez les philosophes les plus belles pages sur la liberté philosophique. L'utopie procède d'un optimisme de la volonté. Elle est un acte de résistance, elle est ce choix de l'audace. Il y a une audace utopique, la Renaissance nous l'a montré en long et en large, elle est l'incarnation sur 2 siècles de la parole de Virgile. Ils peuvent, parce qu'ils croient pouvoir. En ce sens, l'utopie est ce dont nos sociétés ont peut-être le plus besoin. Elle insuffle une dynamique essentielle. Comment continuer à vivre? Comment ne pas perdre cœur sans croire qu'un monde meilleur est possible? Il serait donc paradoxal que l'utopie, qui est une réponse à la crise, soit elle-même une crise, de laisser les dystopies proliférer. Il faut donc oser l'utopie plus que jamais, parce qu'elle est le champ de ce qu'on espère, elle est le laboratoire de ce qu'on construit, elle est la clé de notre jeunesse. Alors, quelles utopies